un bâtiment qui regroupe toutes les formations sous un même nom. Ouais, c'est parti. Tu réponds à un réel besoin chez des entreprises qui ont du mal à recruter. Nous, notre but, c'est MEO, New Work, Campus Métier. On vient faire une formation. Le but, c'est d'être dans l'insertion professionnelle à l'issue de la formation, dans le domaine et le métier qu'on a été formé. On fait deux types de formations, donc les formations métiers. Et là, récemment, on a pris effectivement les formations sous tension. On a eu un agrément pour être un institut de formation d'aide-soignant. On manque terriblement d'aides-soignants. C'est des métiers vraiment indispensables. C'est aussi votre rôle de rendre ces métiers sexy. Il y a combien d'élèves par an à MEO? On est sur une moyenne entre 650 et 700 élèves. Il y en a combien à qui on fait une promesse d'embauche à la suite de leur formation? Alors, les chiffres de l'insertion professionnelle en 2023 étaient de 83%. On a une très très grosse évolution entre 2021 et 2024. On le voit en tout cas lors des galas de remise des diplômes. Voilà, qu'est-ce que vous faites maintenant? Je suis embauché, super, c'est nickel, j'ai appris des choses. Pour moi, c'est ce que je dis aussi à mes équipes, la boucle est bouclée en fait. Aujourd'hui, quelle empreinte tu veux laisser sur le territoire? La vraie empreinte, c'est de se dire qu'on a pu aider des gens et qu'on peut encore aider des gens à se réorienter, à trouver leur voie et surtout avoir un emploi stable après. On a pu à un moment, à notre échelle, dans la vie d'une personne, avoir compté et avoir pu leur donner un petit coup de pouce. Avoir été présent en tout cas. Comment tu vois l'avenir de MEO? Je veux que ça reste un campus vraiment à taille humaine, que les chargés de mission pédagogique ou les chargés de relations extérieures connaissent vraiment les étudiants, les aident, les accompagnent. Romain, ça me fait plaisir de t'avoir ici pour le 6e épisode du podcast Laisser son empreinte, un podcast audio et vidéo que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de streaming, sur YouTube et LinkedIn. Donc Romain, tu as commencé ta carrière dans le sport et tu as conservé cet état d'esprit d'athlète pour te lancer un nouveau challenge, l'entrepreneuriat, dans lequel tu es encore aujourd'hui. Ça fait déjà 10 ans maintenant. Et tu es à la tête de MEO, un centre de formation qui génère 4,5 millions d'euros à l'année et qui permet à des milliers d'élèves chaque année, enfin des centaines d'élèves chaque année, de trouver un travail et de se former dans des métiers dits sous tension. On va y revenir, mais avant tout, je voulais en savoir un peu plus sur toi et comment tout a commencé. Merci Rémi. En fait, je suis tombé dans le monde de l'enseignement de façon totalement inopportune. Effectivement, je joue au foot au Luxembourg, donc j'avais arrêté ma scolarité après un BTS je m'étais consacré un petit peu au foot pour voir ce que ça pouvait donner. Et à un moment, je me suis dit, en revenant d'une aventure non concluante à Singapour, que je voulais retourner à l'école pour pouvoir faire du recrutement. Voilà, mais c'était assez vague. Et on m'a contacté pour un poste en alternance pour recruter des futurs secrétaires médicales qui feraient une formation. Et c'est là que tout a commencé. Donc en avril 2011, j'ai commencé mon poste en tant que stagiaire de chargé de recrutement au sein d'une école qui s'appelait ICOSUP. Voilà. D'accord. Juste avant, ça m'intéresse quand même, cette partie où tu as étudié dans le sport. Donc c'est quelque chose que tu avais toujours fait. Tu étais un grand sportif avant? Alors, étudier dans le sport, c'est un grand mot. On va dire que j'ai fait toute ma scolarité de la 6e à la terminale en sport-études, section foot. Donc, oui, c'est quelque chose que j'avais quotidiennement à mes côtés, on va dire. Donc, ça forge un caractère, ça permet aussi, je pense, de se développer en tant qu'homme, en tant que jeune homme. Et effectivement passer par des centres comme le FCMS où on nous apprend la rigueur, la discipline et aussi la compétition. C'est des choses, je pense, qui m'ont toujours suivi, quoi. Tu étudies à Metz, du coup, hein, c'est ça?
Oui, moi j'ai toujours étudié à Metz, j'étais au collège Arsenal, de la 6e à la 3e, et ensuite j'étais au lycée Robert Schumann, de la 2e à la terminale. Ok. Donc après ton sport-études, tu as continué là-dedans finalement. Tu as fait un BTS, c'est ça? Oui, alors j'ai fait un BTS comptabilité et gestion, Ok. parce que je m'étais dit je vais être comptable, ça va être super, parce que j'étais très fort en comptabilité. Et arrivé à la première année de BTS, c'était tout ce qui est fiscalité, TVA intracommunautaire, j'ai lâché. Et je faisais aussi des petits extras en tant que serveur dans un restaurant. Et ce restaurant-là, on avait plusieurs, c'était une franchise. Et donc j'ai pu intégrer leur service, leur siège social pour un BTS, donc plutôt assistant de gestion PME-PMI pendant 2 ans. Voilà, Ok. je continuais le foot, je faisais des extras un petit peu dans les restaurants et puis je travaillais au siège social. Et c'était plus intéressant quand tu travaillais par rapport aux cours? Parce que tu m'as dit que c'était... Ouais, on est dans le monde de l'entreprise, donc on est vraiment, on voit ce qui se passe, on voit les problématiques. Surtout en étant alternant, on travaille avec des personnes qui sont déjà ancrées dans ce monde du travail, qui ont 5, 10, 15 ans déjà d'ancienneté. Donc on voit la réalité des choses et du monde du travail. Et c'est le premier salaire? C'est un des premiers salaires. Alors, oui, officiellement, parce qu'on était un petit peu payé pour jouer au foot au Luxembourg, mais c'est un peu le fait de se dire on a le permis, on peut se mettre de l'essence nous-mêmes, même si on emprunte encore la voiture des parents, mais on a un peu plus d'autonomie. C'est un peu la liberté, ouais, effectivement. Ça me parle, hein. J'ai fait mon DUT aussi en alternance Ouais. et c'est la première vraie liberté, on va dire. Effectivement, c'est ça. On peut inviter des copains à manger, on peut aller au ciné, on peut aller boire des petits verres. C'est cool. Et mais parce que tu m'as dit qu'en parallèle, déjà, tu avais un salaire de footballeur. Donc, quand tu étais en BTS, à côté, tu étais déjà, entre guillemets, professionnel. En tout cas, tu jouais au foot et tu étais rémunéré? C'est ça, en fait, on était payé en tant que défraiement. C'est des frais de déplacement, parce que le statut professionnel n'existe pas à Luxembourg. Mais voilà, effectivement, donc on avait le droit à un salaire parce qu'on venait jouer au foot au Luxembourg et que c'était comme ça, et que ça allait toujours. Ok. Et t'as trouvé comment cette opportunité? Parce que, ok, on est près du Luxembourg, mais c'est pas commun non plus quand on est dans les années de BTS, aller être. Ouais, c'est par rapport. professionnel. Je jouais donc au foot à l'APM, et j'étais assez jeune, je devais avoir 18 ans, et donc c'était ma première année en tant que senior. Et là, il y a un club de Luxembourg qui m'a dit voilà, on cherche un attaquant, donc il était venu me voir plusieurs fois jouer, et puis il m'a dit voilà comment ça se passe à Luxembourg, et j'ai dit allons tester. Donc c'est toi qui marquais les buts. Avant. C'était déjà le leader. Leader, je sais pas. Capitaine? Mais, non, mais le rôle d'un attaquant, ça se résume un petit peu à ce que je fais aujourd'hui. Je pense, si on doit trouver un peu un parallèle, c'est que souvent, un attaquant, il finit le travail d'une équipe et doit être là au bon moment, au bon endroit. Donc, je trouve que ça a une certaine cohérence. Je profite vraiment du travail que font mes équipes au quotidien pour le peaufiner, pour l'affiner, et quand il faut, effectivement, le conclure. Mais Ouais. je veux dire que, bien sûr, j'essaye d'y amener ma vision et mes idées, et c'est moi qui influe la dynamique, mais tout seul, on ferait pas, quoi. Ouais, ok. Donc, et là, du coup, donc, tu fais plusieurs choses en même temps. Comment tu choisis ton futur? Parce que voilà, t'es en BTS, t'es en alternance, tu fais le foot. Opportunité. Franchement, opportunité. Je fais une année de foot à Luxembourg en continuant mon BTS par alternance. Donc, je travaillais de 8h à 17h à Metz. Ensuite, j'allais à l'entraînement à 19h à Luxembourg. Je revenais, donc c'était 3-4 fois par semaine. Je continuais des fois à travailler le samedi midi et le samedi soir en tant qu'extra parce que j'aimais bien le contact des gens. Serveur, je trouve que c'est un métier qui est très, très formateur. Et puis après, une fois que j'ai eu le BTS, on m'a proposé de devenir éducateur sportif. Je me suis dit, ok, je joue au foot au Luxembourg, je vais faire éducateur sportif, je vais pouvoir entraîner des jeunes, toujours en étant salarié aussi dans un autre club de foot en France pour pouvoir être éducateur sportif. Opportunité des gens qui m'ont connu et qui m'ont dit, tiens, pourquoi pas.
D'accord, donc là, c'était ton premier CDI, du coup. C'était encore un contrat jeune. Ok. C'était un contrat jeune à l'époque, effectivement, contrat jeune. Ok. Donc, d'un an qui pouvait être renouvelé, mais qui s'est pas renouvelé. Donc c'était par pure, on va dire, c'était une opportunité que tu as vue, ça te plaisait, tu t'es dit pourquoi pas. Exactement, je me suis dit, ok, j'ai un BTS. Ouais. Ce qui déjà, voilà, pas trop mal, mais je sais que je pourrais rebondir après un bac+2. Je sais pas qu'un bac, c'est quand même un bac+2, donc même si après j'avais dans cette optique de éventuellement un jour reprendre, soit sur une licence, même un master, je me suis dit, il y a une année, voire aller 3 jusqu'au bout, c'est pas insurmontable. Donc je me suis dit, ok, très bien, j'ai fait mon BTS, je vais voir ce qui se passe. Donc je joue au foot au Luxembourg encore une fois, et me dire que je suis éducateur sportif dans un club de foot aussi pour entraîner des jeunes. Ouais, ça faisait sens. Et puis, okay. Voilà, donc tu te lances. Et à ce moment-là, donc comment ça se passe? Tu penses déjà à l'entrepreneuriat? Oui, parce que parallèlement, je suis avec une personne à qui on a des idées, etc. Et puis, à la fin de la première année en tant qu'éducateur sportif, on se dit, pourquoi pas faire des choses. Moi, de mon côté, mon père est imprimeur, mais spécialisé dans ce qu'on appelle la PAO, la publication assistée par ordinateur. D'accord. Donc, il maîtrise 2-3 choses graphistes. C'est les panneaux publicitaires qu'on voit sur la route? Des trucs des 4x3, il fait des choses comme ça, des sets de table. Voilà. Ok. Et je commence à vendre mes premières cartes de visite à des gens. Donc, je dis à mon père, moi, je suis un peu le commercial, donc je trouve des gens qui ont créé leur société. Je leur dis, voilà, vous avez besoin de carte de visite. Voilà, si vous voulez, je vous fais votre logo, je vous fais votre carte de visite, je vous fais l'impression, puis je vous vends ça, quoi. Donc, ouais, ok. Donc, ça a commencé par des cartes de visite. Après, ça, c'est venu sur des petites brochures, des dépliants. Et ensuite, je suis arrivé sur des sites internet. Okay. Clés en main. On commençait à se lancer avec une personne. Et on arrive en décembre 2010, et là, j'ai une opportunité de partir et de signer à Singapour. Ok. Voilà. Donc, opportunité, encore une fois. Donc, je dis à la personne, écoute, reprends tout ce que j'ai fait. Voilà, ça n'a pas de valeur. Développe. T'avais quand même réussi à tirer un bon salaire? Vous étiez deux? Ah non, on était auto-entrepreneur. On avait chacun son auto-entreprise. Okay. Et voilà, chacun, on mettait des idées ensemble, mais on avait chacun nos clients, quoi. C'était le premier business, quoi. Ouais, exactement. Mais vraiment, c'est le premier business. Ok. Et du coup, t'es tombé déjà amoureux, du coup, en faisant ça de l'entrepreneuriat, justement? Comment c'était l'expérience? C'était cette sorte de liberté, de se dire, ouais, je fais ce que je veux quand je veux, mais il faut bosser, parce que sinon t'as rien. Et surtout, tu n'es pas limité à un salaire. T'es pas limité en te disant, quoi que tu fasses, t'auras ça. Donc c'est ça que j'aime bien, moi, donner des objectifs et les dépasser. En fait. Ok. Donc tu vas à Singapour. Ouais. Tu prends cette nouvelle opportunité. Ouais. Donc tu quittes le centre de formation où tu étais, enfin en tant le club, pardon. Exactement, le club, ouais, c'est ça. Qui me dit, écoute, non, on te libère pas, il faut payer un transfert. Moi, je suis tout feu, tout flamme. Je dis, ok, très bien, je le paierai moi le transfert plus tard. Donc, je signe, entre guillemets, une reconnaissance de dette. En me disant, voilà, je vais à Singapour, j'ai signé 18 mois à Singapour, et le but, c'est de devenir footballeur professionnel, à Singapour dans le premier temps, et peut-être demain sur des pays à côté où c'est un championnat qui est très très regardé, enfin Singapour, parce que c'est une franchise en fait, c'est un championnat de franchise. Okay. Et pourquoi pas peut-être la Chine, le Japon, la Thaïlande, l'Australie, pourquoi pas, on teste. C'est quand même extraordinaire, tu plaques tout ici et tu te dis je vais être footballeur pro en Asie. Ouais, j'avais pas grand chose. J'avais pas grand chose, donc je me suis dit bon voilà, un premier business. Je me dis ok, ouais. C'est fait, peut-être que ça se refera. Le foot au Luxembourg, je me dis au pire je reviens. C'est ce qui s'est passé du coup. Super. Mais et c'est combien la dette du coup? C'était je crois 10 ou 15 000 euros. Ah ouais, quand même.
Ouais. Enfin, c'est quand même un petit billet, quoi. Oui, mais je m'étais dit que qu'avec l'éventuel transfert que je pourrais faire avec Singapour, le club pourrait s'y retrouver et prendre sa plus-value. Bah, c'est un investissement, tu crois en toi en fait. Tu investis sur toi-même, tu vas. D'un côté, ouais, en réfléchissant, ouais, c'est ce qui s'est passé. À l'instant T, non, c'était un peu laissez-moi tranquille, j'y vais. Mais en réfléchissant, c'est dire ouais. Bah, tu crois en toi, c'est clairement, hein, si tu fais ça. Ok. Et alors du coup, tu pars à l'autre bout du monde et ça se passe comment? Ça se passe pas très bien dans le sens où je suis loin de mes amis. Ouais, j'ai des amis assez proches, ma famille aussi. Je me retrouve à 15 000 km avec des personnes qui n'ont pas la même mentalité que moi. Et je me retrouve assez seul. Ok, il y a le foot, c'est très bien le foot, mais à un moment, faut faire autre chose, quoi. Faut sortir voir autre chose, faut visiter. On était en stage de préparation à Bangkok, en Thaïlande, et on se dit bon, le but c'est pas de rester qu'à l'hôtel, quoi. Ouais. Et bon, alors la chance que j'avais, c'était une franchise franco-française, donc il y avait que des joueurs français qui n'avaient pas percé en France, mais qui avaient quand même un très bon niveau. Et en fait, je me trouve que la mentalité, c'est pas du tout celle qui me plaît, quoi. Donc c'est l'ambiance qui t'a moins plu en tout cas. Et c'est là que je me suis fait la réflexion que en fait le monde professionnel c'est un monde très très compliqué mentalement, psychologiquement, parce que à l'époque j'avais aussi un agent qui me réclamait de l'argent parce que c'est pas lui qui avait le transfert, mais cette personne je l'avais jamais vue. Donc des recommandés en me disant j'avais je crois 21 ans, je sais plus, j'avais pas envie de me mettre là-dedans, quoi. Donc, une forte pression, t'es loin de tes proches. C'est ça, pas dans une bonne ambiance. Tu plaques tout? Tu reviens ou t'attends la fin des 18 mois? Non, je plaque tout parce que j'étais dans une chambre avec aussi une personne que j'ai connue au FC Metz et qui me dit ouais, moi je m'en vais, je le sens pas. Bon, très bien. J'attends 3-4 jours et le capitaine de l'équipe qui était un Lillois, donc le mec était sponsorisé par un équipementier sportif, il était dans l'équipe type du championnat. Et il me dit un peu les difficultés rencontrées l'année dernière et qui lui me dit écoute, je la sens pas cette année. Là, le club me doit encore de l'argent, mais franchement, voilà, je pars. Et donc je me suis dit si lui part, donc on a pris tous les deux un billet d'avion. On a fait Bangkok-Moscou, Paris. Et donc je dis à mon père, je rentre à 4h30 du matin. Surprise pour lui? Non, parce que je les avais quand même, je les avais informés un peu comment ça se passait, quoi. C'est vraiment le gap entre ma vie à Metz, en jouant au foot au Luxembourg, avec un niveau qui était assez correct, mais quand même d'avoir mes repères. Et là, j'arrive dans un pays où j'ai aucun repère, où le niveau est encore plus élevé, où on ne sent pas tout de suite la confiance de ses coéquipiers, de l'équipe dirigeante. En plus, j'avais signé une reconnaissance de dette. Donc voilà, donc j'avais un peu informé tout le monde que ça se passait pas très bien. Mon club luxembourgeois m'a dit écoute, si tu reviens, on oublie la dette. Et puis voilà, il y a des choses qui m'ont rassuré. Et je me dis ok, je rentre, j'ai testé, c'est pas pour moi, c'est clair et net. Et je vais reprendre ma petite vie tranquille, quoi. Ok, donc tu reviens. C'est ça. Février 2011. Comment ça se passe à ce moment-là, du coup? Et ben à ce moment-là, je retourne chez mes parents tranquillement. Je réactive des contacts pour faire des extras et je me dis, je vais reprendre mes études. En septembre, voilà, je reprends une licence en ressources humaines. Je vais faire du recrutement. Donc dès mars, je commence à rechercher parce que je sais qu'il faut s'y prendre à l'avance. Et voilà, je tombe sur une annonce chargée de recrutement. Je vais à l'entretien et on me dit que voilà, ils recherchent une personne pour recruter le secrétaire médical et que mon profil intéresse. Alors, moi, mon profil, bon, j'ai un BTS, mais que voilà, apparemment, il me sentait bien. Ok, il y a le feeling. Il y a le feeling avec la personne qui me recrute, qui est un des deux associés de l'école. Ok, ouais. De l'école d'aujourd'hui? Non. De l'école avant, oui. Avant, ok, d'accord. Exactement. Donc, t'es pris. Je
Je suis pris. T'entames cette année-là. Exactement. Donc, je commence en avril 2011. Je signe un contrat de professionnalisation, donc en alternance, où je fais une licence en ressources humaines. Ça se passe relativement bien. Je suis vite amené à gérer tout seul la formation, parce que la commerciale n'était pas souvent là et bon, voilà, finalement, je gérais moi-même la formation, le recrutement, l'administratif, la pédagogie. Et en 2012, pareil, en avril 2012, un des associés qui m'a recrute également une commerciale pure et dure. Okay. En disant, toi, tu vas faire que du commercial, et moi, je vais faire toute la partie back-office. Et donc, on a formé un super binôme. Vraiment, elle allait commercialiser le produit, elle trouvait des contrats. Moi, je recrutais les personnes qui voulaient faire la formation. Je disais que voilà, le profil là était intéressant par rapport à ce qui était recherché, la maîtrise du français, elle tapait vite à l'ordinateur, pas de faute d'orthographe, dynamique, voilà. Et à chaque fois, donc du coup, on a fait ça, on a ça tout de suite matché, et puis on a tout de suite été deux à gérer cette formation. Elle vraiment la partie commerciale et moi la partie vraiment administration, pédagogie. Donc elle trouvait les secrétaires médicales. Elle trouvait les entreprises, et les entreprises pour les recruter. Et moi je trouvais les candidats pour les placer en entreprise. Ok. Voilà. Et vous aviez combien il fallait en faire à l'année, enfin combien de personnes il fallait trouver à l'année? À la base c'était une classe de 35. Okay. Et donc ma première année où je suis arrivé avec l'ancienne commerciale, ça devait être 23-24. Et l'autre personne à l'arrivée, on avait 60. Ok. Donc ça marche. Ça marche tout de suite. Ouais, le binôme se fait vraiment bien. Ça vraiment, ça marche. Moi, je m'occupe aussi de recruter les intervenants. Je leur fournis le support de cours. Je leur explique le nombre d'heures, etc. Je prépare les examens. Voilà. Donc vraiment, l'autre personne fait que la commercialisation. Et moi, je gère tout le reste. Et du coup, si tout se passe bien, comment t'en arrives justement à l'entrepreneuriat? Opportunité en 2000, je crois en décembre 2012 ou novembre 2012. Donc l'associé qui m'a recruté était de Paris et il me dit je vais monter une école à Paris. Voilà, donc avec l'autre associé également, ils me disent si tu veux, tu peux faire partie de l'aventure. Oui, bien sûr, chaud. Il va falloir venir à Paris. Ce que tu fais à Metz, tu le feras également à Paris. Tu t'occupes pas de la commercialisation, etc. Juste, tu mets en place la formation pour que ça se passe bien quand les personnes sont en formation. Pour les deux centres. Exactement. Entre-temps, on avait aussi ouvert un centre à Nancy et je gérais un centre à distance à Agde. Ok. Et voilà, go, ok, je vais être associé. Ça y est, je suis associé d'une société. Tu prends des parts. Je prends des parts. Ça se passe comment? Parce que ça peut être intéressant pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. On me propose, on me dit, voilà, il y a un capital à 150 €. Je dis, ok, très bien, on donne 10%. Je dis, très bien. Et je dis, je pose une question un peu bête, à qui je donne les 15 €? Donc, ils m'ont dit, bon, c'est bien, tu calcules bien. Mais ils m'ont dit, non, c'est bon, on va t'en faire cadeau. Mais voilà, tu t'es dedans, et si demain, ça venait à grossir, tu auras été un membre fondateur et tu as des parts dans la société. Voilà. Donc, c'est vraiment une opportunité que m'ont offert les anciens dirigeants de la société, quoi. Donc, on va dire que tu investis tes compétences plus que de l'argent pour le coup. Ah, totalement. Donc, on peut se lancer comme ça aussi, c'est important parce que... Oui, aujourd'hui, on peut créer une société à 1 €, 100 €. Effectivement, il n'y a pas avoir des moyens, c'est bien, mais c'est pas tout, quoi. Ok. Ça aide, on va pas mentir, ça aide d'avoir un peu un matelas financier, mais on peut vraiment partir de rien, quoi. Donc tout de suite, ils t'incluent vraiment dans leur cercle de gérants, entre guillemets. Tu participes à toutes les réunions, t'es totalement en fait dans l'entreprise. Oui, après c'est une petite entreprise, donc c'est quand même géré de façon... C'est vrai que quand on parle d'entreprise, on parle tout de suite de statut, peut-être avocat, pacte d'associés. Moi, ma première société, c'était à l'arrache, honnêtement. Donc, je peux en subir peut-être les conséquences aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je fais confiance. Et si demain doit arriver quelque chose, c'est pas grave, il y a pire dans la vie. J'ai l'impression que c'est beaucoup comme ça que tu fonctionnes. C'est d'abord t'y vas, et après tu réfléchis à la limite en disant bon, c'est vrai que j'ai une dette, c'est vrai que... Oui, effectivement, je suis plutôt fonceur. Mais c'est bien, ça te permet d'avancer. Oui, des fois trop vite.
Mais ouais, des fois j'y vais et je me dis ok, on trouvera les solutions après. Il n'y a pas de solution à l'instant T, c'est pas grave. D'abord on y va, on voit comment ça se passe, et après on trouve les solutions. Ok. Je dis pas c'est ce qu'il faut faire. Attention, Mais c'est comment tu fonctionnes en tout cas. Oui, pour l'instant effectivement. Ok. Donc tu prends ce challenge. Oui. Donc tu vas travailler à Paris, tu travailles à Metz. Je fais des allers-retours, ouais. Je fais des allers-retours Metz, Paris. Et t'es footballeur au Luxembourg, Oui. faut pas oublier. Ouais, effectivement, toujours, ouais. Donc c'est un peu... Bon, T'es on est encore jeune, serveur hein. le week-end? Non, ça va, j'ai arrêté. Je gagne assez bien ma vie avec les 2 jobs, donc c'est plutôt cool, quoi. Comment tu fais pour gérer tout ça en même temps? Bah, on est jeune, on n'a pas de problème. Franchement, on n'a pas de problème. Ça te fait des sacrées heures quand même. Ouais, mais je vivais encore chez mes parents. Donc en soi, ouais, je pars à 8 heures, je rentre à 22 heures. J'ai rien à me soucier. Vraiment, enfin, mes parents, ils m'ont jamais demandé de rendre de compte. Ils savaient quand même que je faisais du foot, hein, donc ils savaient mes jours d'entraînement, donc ils savaient que je pouvais rentrer tard. J'avais quasi toujours à manger, j'avais plus qu'à me faire réchauffer. Enfin, il y a tous les avantages qu'on pouvait avoir de vivre chez ses parents, quoi. Je les avais, donc j'avais zéro problème. Vraiment. T'avais une vie à côté quand même, voir tes amis le week-end. Ouais, un peu moins. On va dire, je vais pas te mentir, quand mes amis faisaient des soirées les jeudis soirs, des soirées étudiantes, ils m'ont raconté. Moi, j'avais l'impression de louper des choses. Mais bon, voilà, je me rappelle des fois des anniversaires. J'y allais et ben, je rentrais plus tôt. Voilà, c'était comme ça. Donc ouais, pendant toutes mes années que je joue au Luxembourg, je pense que j'ai peut-être loupé entre guillemets des moments, mais t'en as créé d'autres dans ouais, tous les cas. on s'est rattrapé depuis aussi, quoi. Bah ouais, bien sûr. D'accord, ok. Et t'as quel âge à ce moment-là, donc quand tu te lances en associé? Et ben je pense que j'ai ça doit être en 2012, donc je dois avoir 88, 24 ans. C'est jeune. Ouais. Et ok, trop bien. Et du coup, ça se passe comment? Donc t'as cette vie très active. C'est ça. Et du coup, il se passe que les 2 associés de Metz, qui sont aussi associés à Paris, se prennent la tête. Forcément, hein, c'est quand même un peu un couple. Hein. Il y a parfois des divorces qui sont plus ou moins faciles. Donc eux, voilà, ils disent ok, très bien, on arrête. Hein. Donc la personne de Metz reprend les parts de celle de Paris. Ils font, je crois, une sorte d'échange, etc. Donc Paris devient autonome. Et Metz aussi, voilà. Et donc ça, je pense que c'est en janvier 2014. Ok. Et on me demande à ce moment-là de choisir entre Paris et Metz. Donc bon, je tempère un petit peu, etc. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui tournait pas très rond. On avait souvent des retards de paiement des salaires. Voilà, la personne qui était là au secrétariat, qui travaillait avec le gérant principal, ça faisait 25 ans qu'il travaillait avec, elle nous disait bon, c'est un peu compliqué, donc on sentait des choses. Et ben finalement, mai 2014, procédure de redressement, de liquidation judiciaire de l'entreprise, de l'école à Metz. Et tu t'y attendais pas? On le sentait. Enfin, tu le sentais, mais on t'a pas prévenu en tout cas. Non, parce que je pense que la personne était un peu dans le déni. Il s'est dit, oui, on va trouver des solutions. Voilà, donc, il me dit, on va recommencer, toi et moi. Moi, entre-temps, voilà, j'ai un peu perdu la confiance et j'ai la personne qui est à Paris, avec qui on va dire que le feeling passe un peu mieux. Le 3e associé. Ouais, c'est ça. Il me dit, on se met 50-50 à Paris. Voilà, donc t'intègres directement Paris, t'as 50% de la société. Donc il faut vraiment que tu fasses le choix en fait. Ouais, c'est ça. Là, t'as Metz ou Paris, les deux veulent rebosser avec toi. C'est ça, exactement. Et aussi, il faut pas oublier qu'on est en mai 2014 et qu'il y a des étudiantes. Il y a des étudiantes présentes sur Metz, il y en a 70, il y en a une vingtaine sur Nancy. Elles passent leurs examens au mois de juin. Ah oui, il n'y a pas que vous en jeu. Il y a toute l'école. Faut pas les planter. Donc, faut trouver des solutions. Et du coup, comment t'as fait? Et du coup, en fait, on a la chance que cette formation de secrétaire médical est liée à un certificateur. Donc, concrètement, c'est à lui
c'est lui qui détient cette formation, c'est lui qui l'a créée, donc c'est à lui. Et quand il y a cette liquidation judiciaire, en fait, donc dans une société commerciale, c'est un fonds de commerce, une formation. Et comme cette société avait des dettes, il y a le liquidateur qui a dit, attention, pour payer les dettes, je vais vendre le fonds de commerce. Sauf que c'est souvent long. Ces procédures-là, on n'avait pas le temps. Donc le certificateur a appelé le liquidateur judiciaire en disant, attention, on joue quand même avec la vie professionnelle d'une petite centaine d'étudiants. Elles n'ont rien fait, ces personnes-là. On n'a pas le droit de les prendre en otage. Le liquidateur a je pense, entendu le message et a dit au certificateur, je vous les remets à votre comment dire... C'est quoi? C'est pour 1 euro symbolique? Non. Ça, je l'ai pas dans les tractations. Je sais pas. Mais c'est maintenant. C'est votre responsabilité. Okay. Le liquidateur dit c'est plus la mienne. Ok. C'est votre responsabilité. Maintenant, faut vous assurer, en gros. Et donc le certificateur me dit ça. Et donc moi, j'ai 2 semaines où je vais contacter des lycées, des CFA. Il me faut des salles. Les anciens profs de l'ancienne école, je les recontacte pour leur dire il faut finir la formation, vous allez quand même être payé par le certificateur. Oui, tu trouves des fonds. Alors c'est le certificateur qui gérait tout ça. Moi, voilà, donc moi je faisais le lien entre le certificateur et les étudiants et les salariés. J'ai trouvé des salles de cours et ils ont eu 2 semaines blanches. Et ensuite on a repris les cours. Ok, bah. Vous êtes vite retombé sur vos pieds quand même pour... Il fallait parce que les examens arrivaient vite et les étudiantes, elles stressaient, ce qui est totalement normal. On est au mois de mai, on leur dit l'école va fermer. Donc tu retombes sur tes pieds, ça se finit bien. Ça se finit bien, effectivement, on arrive à passer les examens, une belle réussite de la promotion. Et donc là, on est en 2014 et les employeurs m'appellent pour me dire, nous, on voudrait encore des secrétaires médicales pour l'année prochaine. Ok. Et donc c'est là où je vois avec mon associé de l'école de Paris, pourquoi ne pas créer une succursale à Metz. Oui. Le besoin est là, il y a la demande, tu as le réseau. Voilà, pour l'instant, j'aurai une vingtaine d'étudiants. Et il me dit, ouais, vas-y, tu seras lundi, mardi à Paris, et puis mercredi, jeudi, vendredi à Metz. Okay. Ça a collé aussi avec les entraînements de foot, parce que j'avais entraînement souvent les mardis soirs, jeudi soir, vendredi soir. Donc ça collait plus ou moins, j'entrais de Paris, j'allais à l'entraînement. Ok. Je jouais le dimanche, donc soit je repartais le dimanche soir à Paris, soit le lundi matin. Et donc ça collait. Donc back on track, tu recommences, tu repars. C'est ça, je repars tout seul, dans un petit bureau de 9 mètres carrés. Et je recontacte tout de suite la commerciale, qui travaille toujours avec moi, pareil, qui s'est fait licencier économiquement. Mais qui n'était pas associée. Non, elle n'était pas associée. Pour lui dire, qu'est-ce que tu fais? Ça te dit, on fait une école? Elle m'a dit, écoute, pour l'instant, j'ai un peu besoin de temps, mais ok, pourquoi pas, mais pas tout de suite. Mais on reste en contact, voilà. Et en avril 2015, donc je reprends en septembre 2014 une petite classe. Et en avril ou mars 2015, je recrute une personne pour m'épauler, parce que comme je suis à Paris aussi lundi, mardi, et cette autre personne, donc la commerciale, et on est 3, du coup, et on fait une classe en 2015, et on développe de nouveaux produits déjà. Donc, tu as fait tes premiers recrutements. La commerciale, ton binôme, est venu, finalement. C'est ça. Donc, tu as tout pour réussir, en fait. Oui. Et alors, du coup, comment ça se passe dans les coulisses à ce moment-là? Dans les coulisses, on est 3 dans un bureau de 20 mètres carrés. Et on se dit, bon, quand même, là, on est en mars 2015, donc on prépare la rentrée de septembre 2015. Entre-temps, j'ai une opportunité de faire une autre formation. Donc, je crée une autre formation d'assistante juridique, que je nomme école juridique. Voilà, je dissocie donc Vidal Formation Lorraine, qui est secrétaire médical, avec les assistantes juridiques, qui est école juridique. Et donc, on fait une belle rentrée 2015. On a une classe le mardi de secrétaire médical, une classe le jeudi, et une classe le vendredi d'assistante juridique. Et là, à un moment, je me dis, bon,
on va peut-être déménager parce qu'on est un peu petit là, donc. Tu étais basé où à ce moment-là? J'étais au Technopole, dans la maison du Technopole. Ok. Voilà, donc j'ai un petit bureau, donc j'ai commencé dans un 9 mètres carrés, après à 3 c'était un 23 ou 29 mètres carrés. Et moi je voulais rester au Technopole parce que je pense que c'est vraiment un poumon économique. Vraiment dans une ville, un Technopole, on sent un certain business à faire, c'est dynamique. Donc, il y a d'autres entreprises en fait aussi. C'est ça, le réseau aussi. Le réseau, voilà. Donc la salle de classe était au même endroit, on est d'accord? Totalement. Tu avais tes bureaux et la salle de classe à côté. Exactement. Et tu avais 3 classes à ce moment-là. Ouais. 2 spécialités, ça te déstabilise pas au début justement d'avoir 2 spécialités? Parce que, non, parce que du coup, moi je suis toujours sur cette opportunité de formation métier. Secrétaire médical, tu fais ta formation, tu es secrétaire médical. Assistant juridique, finalement, c'est du secrétariat assistanat, mais dans le domaine juridique. On a fait le domaine médical, on fait le domaine juridique. Les médecins, les avocats, c'est le même type, c'est de la profession libérale. C'est des choses qu'on sait faire, quoi. Donc, pas de souci. Ok. Donc, du coup, tu as ces 3 classes. C'est ça. Et puis, je commence à chercher des locaux, en fait. 1er avril 2016, on signe un bail où je suis actuellement, donc au 7 rue d'Orbelin. C'est un bâtiment de 800 mètres carrés. Et donc, j'ai un local de 200 mètres carrés. Okay. Voilà. Donc, je fais des travaux, je fais 3 salles de cours, etc. C'est un pari, tu multiplies par 10 quand même la surface. Ouais. Mais j'avais quelques idées déjà. Je voulais faire ce qu'on appelle les préparations au concours infirmiers. Ok. Et travailleurs sociaux, donc on prépare concours IFSI et IRTS. Et donc je me dis, je vais lancer ça aussi parce que c'est des prépas concours, c'est intéressant. Et puis on peut avoir une belle réussite sur ces prépas concours parce que c'est vraiment du bachotage. Si on les entraîne bien toute l'année, normalement le concours ils peuvent l'avoir, ils peuvent le réussir. C'est des gros investissements pour toi? Tu dois mettre de ta poche? Non, parce qu'on arrive à avoir un fonds de roulement avec les premières formations qui font que. Après, par contre, je me rappelle que un centime est un centime. Donc, faut faire super attention au budget. On fait des choses. C'est toujours mon père qui travaille entre guillemets pour moi, mais je le paye pas. Okay. Donc, je paye juste l'impression, des choses comme ça. Donc, voilà. Tu fais quand même attention aux sous. Tu investis quand il faut. Il faut. Mais tu fais attention à la trésorerie. C'est combien à ce moment-là à peu près le chiffre d'affaires qu'on se rende compte d'où tu pars? Je pense que c'est 150 000 euros. Ok. Oui, ouais. Ouais, et puis vous êtes quand même 3, donc ok. Ouais, c'est exactement. Et puis après, j'embauche une 4e personne pour l'accueil quand on a des nouveaux locaux. Donc au 1er août 2016, on a nos nouveaux locaux. Et on fait donc assistant juridique, secrétaire médical et les prépas concours aux IFSI et IRTS. Voilà. Okay. Donc ça, c'est à la rentrée 2016. Opportunité, on me dit, Romain, t'aimerais pas faire des assistants de structure vétérinaire? Je dis, tiens, c'est pas mal ça. Ouais. Ok, super. Donc c'est une franchise qui s'appelle Subveto. Ok, on crée Subveto Metz. Allez. Et la même année, on me dit, Romain, tu voudrais pas faire une école informatique avec moi? Et je me dis, ouais, l'informatique, bon, c'est beaucoup plus d'investissement informatique. Et donc je m'associe avec une personne. Donc là, juste pour se rendre compte, comment ça se structure ta société? Parce que t'as quand même ton associé qui est à Paris. Alors effectivement, donc là, ce qu'on a fait en 2016, quand on a pris les locaux, on a recréé une société à Metz. C'était une holding qui intégrait l'autre? Non, une autre à part. Voilà, on a différencié l'école de Metz et l'école de Paris. Okay. Vraiment, on a dissocié. Donc voilà, on est 50-50 sur cette école-là. Et moi, je dis à mon associé, je vais faire une école informatique. Il y a quelqu'un que je connais très bien qui veut s'associer avec moi. Est-ce que tu veux venir? Il me dit non, franchement, moi Metz, très très réglo. Metz, c'est ta ville entre guillemets, hein. C'est ton business. Tu gères comme tu veux, pas de souci. Nous, on est associés sur une structure, mais tu fais ce que tu veux sur les autres. Voilà. Et en fait, tout au long de notre collaboration, on s'est toujours tenu au courant de ce qu'on allait faire. Et si jamais on voulait y aller l'un et l'autre ensemble, quoi. Donc finalement, quand je développe de nouveaux produits, je lui en parle. Il me dit ouais, ça c'est bien, c'est intéressant, t'as raison, voilà. Et quand je lui dis il y a une personne qui est aussi associée avec moi sur une école informatique, il me dit ouais, t'as raison, vas-y. Je pense que il y a du business à faire, donc vas-y, fonce. Ok. Donc deux nouvelles structures, enfin une nouvelle structure, mais 2 nouveaux types de formation. C'est ça, donc des nouvelles marques, Subveto Metz et l'école supérieure d'informatique. Et donc là, du coup, je me dis, je suis un peu trop petit avec mes 200 mètres carrés, donc il faut que je reprenne des locaux. Par chance, dans ce local de 800 mètres carrés, il y a 200 mètres carrés
de libre également, mais qui sont juste à l'extrémité du bâtiment. Donc bon, on peut pas communiquer entre les bâtiments, donc à chaque fois on est obligé de sortir, de rentrer, de faire le tour. Ça fait du sport, t'es sportif. C'est ce que je me suis dit, ça fait du sport. Et je crois que décembre 2017, les locaux sont pris. Ok. Voilà. Et je lance l'école informatique en septembre 2018. Ok. Et comment tu trouves tous ces élèves? Parce qu'il y en a un paquet, j'imagine. Ben, en fait, nous, on travaille beaucoup avec de l'alternance. Donc le but à la base, c'est de trouver des entreprises qui veulent accueillir des étudiants. Là, en plus, on est en 2018, l'apprentissage n'est pas aussi développé qu'aujourd'hui. L'apprentissage n'est pas faisable pour les acteurs privés. L'apprentissage, c'est réservé au CFA et c'est que le public qui peut faire un CFA. Donc, septembre 2018, rentrée en école supérieure d'informatique. Donc, en amont, dès février-mars, on trouve des entreprises. Voilà, on essaie de faire des contrats de professionnalisation. Donc, il n'y a pas toutes les aides, etc. Voilà, on cravache un petit peu. Et c'est pas le même prix qu'un alternant aujourd'hui avec les primes qui existent. Totalement. C'est beaucoup plus archaïque la professionnalisation. Comment vous faites? Vous allez toquer aux portes, tout simplement? Totalement. On a des personnes qu'on appelle des chargés de relations extérieures qui sont là pour faire la commercialisation et être tapé aux portes des entreprises et dire voilà, on fait telle formation, vous avez des besoins? Oui, venez, je vous présente des jeunes, des moins jeunes. Ils seront un jour chez nous en formation, le reste chez vous en entreprise. Et voilà, donc. D'accord. Et donc, du coup, c'est plus simple de trouver des élèves que des entreprises? Oui. D'accord. Oui. Totalement. Il y a beaucoup plus de personnes qui veulent faire des formations à cette époque que des entreprises qui veulent recruter. Mais j'ai l'impression que ça tend aussi à s'inverser parce que c'est des métiers sous tension. Oui, exactement. Et il y a aussi la loi du 5 septembre 2018 qui a été mis en place par le président Emmanuel Macron, qui est pour choisir sa liberté de formation. Donc c'est choisir son avenir professionnel, exactement la loi du 5 septembre. Et dedans, il décrète que chaque acteur, privé, public, entreprise, peut faire et devenir un CFA, donc un centre de formation d'apprentis, et faire des contrats d'apprentissage. C'est un point de bascule pour vous? C'est totalement. On se dit, waouh, il y a tout ce qui était réservé à quelques acteurs publics, ça va être disponible. Et c'est un marché de dingue. En 2018, on dit, waouh. Et on le voit tout de suite. Donc ça a mis un peu de temps à se mettre en place quand même. Parce que le temps que le décret se fasse, que ce soit mis en place, Covid, et ça a ralenti. Mais à partir de 2021, on a vu le nombre, et moi je le vois dans le métier, le nombre de CFA créés qui a explosé. Les entreprises maintenant créent leur propre CFA pour former leurs propres jeunes. Et quand ils ont lancé cette loi, ils n'ont pas mesuré l'impact que ça pouvait avoir au niveau économique. Et chaque personne pouvait faire des CFA. Donc après, ils ont dit, OK, on va un peu réguler. Donc ils ont mis des normes qualité qui deviennent de plus en plus drastiques d'année en année. Mais au début, c'est full, quoi. Tout le monde a pu se lancer. Exactement. Et donc là, comment ça s'est traduit dans la croissance de ton entreprise? Et dans la croissance de mon entreprise, donc j'avais déjà 5-6 marques. Et ça devenait compliqué pour communiquer, pour avoir une réelle image. On peut faire un petit récap de toutes les marques que tu avais? Ouais, il y avait donc du coup, il y avait Vidal Formation Lorraine, il y avait École Juridique, Subveto, École Supérieure d'Informatique, CPES, et voilà. Combien d'élèves à peu près à ce moment-là? Là, ça représentait par an, on va dire en 2018-2019, allez, 350-400. Okay. 350. Et toutes ces écoles réunies dans le même centre, au même endroit? Exactement, mais dans 2 bâtiments différents, enfin un de 200 mètres carrés et l'autre de 200 mètres carrés. Okay. Donc, il y avait 2 entrées différentes, 2 accueils différents. Donc là, tu te dis, si tu veux gérer cette nouvelle croissance, opportunité qui arrive, exactement, il faut faire quelque chose. Ouais, et on est donc en 2020, voilà, on arrive début d'année 2020 et je me posais déjà cette question de rassembler tout ça et puis Covid arrive, donc forcément on gère l'urgence, etc. On met les cours à distance, ça se passe relativement bien en plus. L'apprentissage commence vraiment à se développer
Et je me dis, voilà, donc c'est le moment pour prendre un tournant. Et je me dis, il faut que j'arrive à me faire accompagner pour trouver comment je vais pouvoir rassembler tout ça et faire en fait une marque unique et forte qui regroupe toutes les anciennes marques. Et en 2020, donc je recrute une personne dont sa première mission c'est ça. Voilà. D'accord. Donc tu recrutes en interne un chargé de marketing. Ouais, communication et marketing. Okay. J'internalise le truc, ouais, effectivement. Ouais, ok. Et la tâche, c'est voilà, il faut rassembler toutes ces écoles sous un même nom. Exactement. Et donc la personne arrive au mois de septembre 2020. Donc on est sur les 4 ans maintenant à ce jour. Et ouais, première mission, c'est ça. Donc ça se passe facilement. c'est une tâche quand même assez. Oui. Alors au début, on se dit très bien, on va essayer de se faire des je sais pas, une sorte de benchmark, je sais pas, on va donner des noms, etc. Bon, finalement c'est dur, il y a rien qui plaît. Ok, on va se faire accompagner. Donc agence de com et puis comme un genre de bébé, 5-9 mois, où on doit présenter déjà un nom, enfin déjà plusieurs noms. Après, une fois qu'on a choisi le nom, donc fallait trouver un logo. Donc pareil, des allers-retours, des échanges. Et voilà, une fois qu'on a le bon logo, enfin le bon nom, la bonne baseline, le bon logo, on se dit ok, on y est et on a dévoilé donc tout ça au mois de juin 2021 pour Méo. Okay. Voilà. Et entre-temps, par chance ou pas, je ne sais pas, je me dis ok, il faut que j'agrandisse, je suis trop petit, je vais pas réussir à le faire. Donc il y a un local de 200 mètres carrés dans le même bâtiment qui se libère. Donc finalement, moi j'ai 600 mètres carrés en forme de L. Et là je dis à mon expert comptable, je vais faire les travaux. Il me dit c'est super, c'est cool. T'as budgétisé, ouais, environ 500 000. Il me dit c'est cool, c'est bien, c'est un beau projet. Bon, en plus t'es chez toi. Et je lui dis non, je suis pas chez moi, je loue. Il me dit tu loues? Et je dis oui. Il me dit non, tu fais pas ça, interdit, je t'interdis de faire 500 000 € de travaux si t'es pas chez toi, etc. Il faut que tu l'achètes. Je dis mais il n'est pas à vendre. Contacte les propriétaires, demande-leur. Je contacte les propriétaires, ils me disent oui, on veut bien vendre. Voilà. Donc en même temps, j'ai la chance de pouvoir acquérir les locaux dans lesquels on est actuellement, donc depuis 2021. Tu prends tout de suite les 800 mètres carrés? Oui, je prends tout de suite les 800 mètres carrés. Il y a encore une entreprise qui a 200 mètres carrés, mais elle me dit très concrètement, donc le bail se terminait en novembre 2022, et ils me disent très concrètement que voilà, avec le Covid, ils ont vu qu'ils n'ont plus besoin de 200 mètres carrés, ils vont limiter les frais, ils vont être dans des espaces de coworking, parce que finalement, ils n'ont plus besoin d'être 10 ou 12, ils ne seront que 3 ou 4 en même temps, donc c'est trop grand, ils mettent fin au bail. Ok, donc tu sais que tu vas pouvoir tout réunir. Exactement. C'est combien de frais avec cet investissement d'achat à peu près, on est sur tout confondu dans les 1,5 million, 1,6 million. Ok. C'est quoi, comment tu te sens à ce moment-là? Tu as ta nouvelle marque, tu viens d'acheter un bâtiment avec, c'est un investissement, hein, quand même, mine de rien, avec des rénovations à faire. Comment tu te sens à ce moment-là? On flippe. Non, mais d'un côté, c'est stimulant de ouf. On se dit, waouh, on avance, on grandit. Donc, j'avais recruté, donc là, on devait être 10 ou 11 personnes, je crois. En septembre 2021, on commence les travaux. Moi, on commence les travaux en juin 2021. J'ai pas encore acheté le bâtiment que je dois l'acheter au 30 septembre 2021, je dois l'acheter. Mais si le mec me dit, après, non, je vends plus, j'ai fait les travaux, voilà, j'y vais, après, je réfléchis. Après, je trouve des solutions. Comme d'hab, en fait. C'est ça. Mais et du coup, voilà, on est 10-11 et on arrive. Je dis waouh, ok, donc là, ça y est. Là, j'ai ce que je veux entre guillemets. J'ai un bâtiment qui regroupe toutes les formations sous un même nom. J'ai une équipe avec moi. C'est cool, on y va. C'est parti en fait. Ouais, c'est parti. Après, c'est reparti, la machine en route. Ouais, et puis voilà, après des idées de développement, parce que je me dis, non, j'ai plein de salles, voilà, je vais pouvoir faire des formations, je vais pouvoir développer, et puis l'apprentissage, encore une fois, à le vent en poupe à cette époque-là, donc voilà. Ok. Et cool. Avant de passer peut-être sur comment ça se passe la formation, justement, dans des métiers sous tension avec les élèves,
Je voulais juste revenir sur une partie, tu m'as dit que certaines écoles, tu avais des associés dedans. Comment ça se passe quand tu regroupes tous sous un même nom et sous une même structure, j'imagine? Alors, la personne avec qui j'avais fait la formation, l'école d'informatique, c'est une personne qui était plus vraiment par amitié. Voilà, c'est une personne qui a pas besoin de moi il est presque à la retraite, hein, voilà, donc voilà, c'était plus par amitié, pour un kiff personnel. Okay. Et quand je lui ai dit, écoute, je crois que j'ai envie d'être seul, il m'a dit, ok, je comprends. Il t'a revendu les parts, voilà, et t'es parti. Effectivement, on a vendu les parts et puis on est toujours très amis. Et ton premier associé? Mon premier associé, donc on est toujours associé dans la structure de Metz. Okay. Hein, donc voilà, il y a toujours ça. Il est encore là dans l'aventure en fait. Il est encore là dans la voiture, mais de plus en plus loin parce que pareil, l'école qu'on a en commun à Paris se développe et voilà, il faut gérer l'école de Paris. Donc en gros, lui, il gère l'école de Paris et moi de Metz. Donc c'est une réussite parallèle. C'est chouette. C'est une sorte de réussite parallèle à différentes échelles. Voilà, celle de Paris. Entre-temps, on s'est fait racheter une partie des parts par un grand groupe. Voilà, et c'est plus loin maintenant. Moi, j'ai mon bébé entre guillemets sur Metz. J'ai une belle équipe, donc on va pouvoir y aller. Ok. Et ben justement, t'es en plein dedans. Et parce que si ton entreprise a grossi aussi vite, parce que finalement, t'es passé de 150 000 euros à tes débuts par an à aujourd'hui 4,5 millions. Donc en l'espace de 10 ans. Mm-hmm. Donc, ça a été assez vite. Bon, on sait que tu travailles beaucoup, comme tu l'as dit, donc c'est pas non plus une surprise. Et puis tu sais saisir les opportunités. Mais ce qui fait aussi que ça avance vite, c'est parce que tu réponds à un réel besoin aujourd'hui chez des entreprises qui ont du mal à recruter. Oui, alors nous, encore une fois, quand on a réfléchi au nom, MEO, c'est le diminutif de Me Work. Moi, je travaille parce que à chaque fois, on fait des formations métiers. Enfin, en tout cas, on essaie de faire des formations métiers. On se rend compte qu'il y a il y a beaucoup de domaines où il y a beaucoup d'offres de formation et peut-être moins d'insertion professionnelle. Nous, notre but, c'est MEO, Me Work, campus métier. On vient faire une formation. Le but, c'est d'être dans l'insertion professionnelle à l'issue de la formation, dans le domaine et le métier qu'on a été formé. Voilà. C'est vraiment ça notre vision des choses. Et c'est là où on veut emmener nos étudiants. Donc, on a grandi, certes, pas sans fracas. Hein, forcément, on a une très très grosse évolution entre 2021 et 2024. Voilà, on parle d'entrepreneuriat. On est passé, je crois, de 11 à 22 salariés. Moi, j'ai un management qui est très très je pense, à mon sens, assez cool. Et ben voilà, il a fallu se structurer, donc j'ai mis du temps à le faire. Il y a des personnes qui étaient avec moi qui ne le sont plus, d'autres qui sont quand même restées. Mais voilà, quand on parle d'entrepreneuriat, il faut aussi se dire que il y a des relations humaines qui peuvent parfois se distancer ou peut être un peu plus compliqué quand on évolue, quand on grossit. C'est des sacrifices pour toi aussi. Ouais, il y a quelques. Oui, on va dire que moi, dans un monde de bisounours, c'est que je veux prendre toutes les personnes qui étaient avec moi, on va tous ensemble, dans le même but commun, et tout le monde il est content, et voilà. Mais en fait, je me suis rendu compte que non, c'était pas possible. Donc, il a fallu structurer les choses, et on sort à peine de cette structuration. Donc, il y aura mis quand même 1 ou 2 ans à le faire. Et sur d'un point de vue personnel, tu peux continuer le foot ou là tu dois arrêter au Luxembourg? Ça fait quelques années quand même que j'ai arrêté au Luxembourg. Quand même, le niveau, on va dire que c'est plus forcément le niveau, le temps et puis l'envie, honnêtement. Et puis voilà, plus le niveau, quoi qu'on dise. Donc je continue à faire du foot au niveau régional parce que j'ai besoin encore une fois de sport. J'ai besoin de me dépenser, j'ai besoin de transpirer parce que sinon je me sens pas bien, quoi. Ok. Je suis pas bien. Ouais, pour enlever la tension de la journée. Ouais, et puis te dire, voilà, à un moment, je fais aussi du sport parce que des fois, moi je trouve que ça fait du bien d'avoir mal aux jambes. T'as un match, t'as gagné, t'es content, mais en plus t'as mal, tu te sens vivant. Enfin, moi, c'est mon truc, quoi. Donc c'est super important de continuer en tout cas à faire du sport, même si c'est plus autant qu'avant, mais
ça reste aussi une ambiance, un travail d'équipe, quoi. Ok, donc tu te focalises quand même pas mal sur l'école. Est-ce que tu peux me parler un peu plus justement de ces métiers sous tension? Justement, déjà, c'est quoi la définition d'un métier sous tension? Alors, pour ma part, le métier sous tension, c'est quand il y a plus d'offres d'employeurs que de gens qui veulent faire ce métier. Voilà, donc aujourd'hui, on le voit sur les formations. Alors, on fait deux types de formations, donc les formations métiers, et là, récemment, on a pris effectivement les formations sous tension. Par exemple, on a eu un agrément pour être un institut de formation d'aide-soignants. On manque terriblement d'aides-soignants. Mais je trouve que les acteurs qui sont présents sur le marché, donc de formation, et les entreprises ne jouent pas forcément le jeu. C'est-à-dire qu'on manque de personnel, mais est-ce que vous êtes posé la question, est-ce que vous les respectez? Est-ce que vous leur donnez toutes les conditions de travail nécessaires? Est-ce que vous les responsabilisez? Est-ce que vous leur donnez des clés pour qu'ils puissent aussi se sentir bien et s'épanouir dans le travail? Donc, voilà. Donc, sous tension, c'est vraiment pour des métiers, voilà, qui demandent beaucoup qui a besoin de main-d'œuvre. Donc, et par contre, on essaie toujours de rester dans nos domaines de prédilection, voilà, la santé juridique, la santé animale, la service à la personne, et l'informatique. D'accord. Et du coup, est-ce que vous avez aussi un rôle d'éducateur, on y revient d'ailleurs, pour les entreprises et essayer, les hôpitaux, du coup, si on parle d'aides-soignants, pour les aider aussi peut-être à rendre le cadre de travail meilleur pour les étudiants, comme vous les côtoyez au quotidien? Éducateur, je pense pas, mais on a un rôle à jouer. Même concrètement, en tant que CFA, on a un rôle à jouer auprès d'entreprises qui accueillent nos étudiants. C'est de les responsabiliser sur le fait que c'est un apprenti. C'est pas un salarié. Donc c'est une personne qu'on doit devoir accompagner, qui a des droits, qui a des devoirs, qu'il faut vraiment l'aider en fait, et qui leur donne des tâches qui soient en corrélation avec leur formation, leur niveau d'études. Donc oui, nous on a des obligations en tant que CFA, mais le but c'est effectivement un peu de les sensibiliser là-dessus. On fait des formations de maîtres d'apprentissage ou de tuteurs pour aussi éviter les ruptures, de comment bien accueillir un étudiant, qui se sent vraiment à l'aise. Donc oui, alors un rôle d'éducateur, je ne pense pas, mais on doit au moins sensibiliser là-dessus. Ça, c'est un rôle qui est super important. Oui, parce que toi, tu ressens quand même que parfois, il peut y avoir des problématiques quand... C'est comme tout, il peut y avoir des abus partout. Voilà, nous, il faudrait quand même les limiter. Et c'est notre rôle, concrètement. Et je vais encore plus loin, c'est d'éviter les problèmes, voilà, entre entreprises. Pour qu'une alternance se passe bien, il faut que l'entreprise d'accueil soit contente, que le jeune soit content et que le CFA soit content. Voilà, c'est une relation tripartie. Donc, s'il y a une des parties, à un moment, qui ne retrouve pas son compte, pour moi, la mission n'est pas réussie, le contrat n'est pas respecté. Donc, Et du coup, il y a cette tâche au niveau des entreprises, mais aussi la tâche au niveau des élèves qui parfois ont peut-être des préjugés sur le métier pour lequel ils vont être formés. Et du coup, c'est aussi votre rôle de rendre ces métiers sexy, en fait. Exactement. Et peut-être de les redorer, parce que parfois, on a peut-être des mauvais préjugés, et en fait, ça se passe mieux que ce qu'on imaginait. Ouais, c'est marrant, parce que sexy, c'est un mot que j'utilise souvent. Je demande aussi à mes équipes d'être sexy. Mais pour moi, être sexy, c'est être avenant, c'est être souriant, c'est être bienveillant, c'est de se dire, oui, viens, on va pouvoir t'aider. Effectivement, donc, sur des métiers où on se dit, si je prends encore une fois le métier de base que je fais, de secrétaire médical, avec tout le respect que j'ai pour toutes les secrétaires médicales que j'ai formées, et tout le monde est unanime là-dessus, on se dit pas à 16-17 ans, wow, super, j'ai envie d'être secrétaire médical. Pas du tout. Par contre, c'est un métier qui est super utile, où on se sent, encore une fois, valorisé. On travaille dans le monde médical, il faut avoir de l'empathie, il faut être social, bleu. Donc, par contre, c'est des gens qui, après des premières expériences, se disent « Ah ouais, tiens, pourquoi pas ça ?» Parce que c'est un métier méconnu ou qui ne fait pas rêver. Et il y a d'autres métiers comme ça. Assistant juridique, personne ne se dit « Je vais être assistant juridique, je vais être avocat, je vais être juriste. » Oui,
Mais à un moment, il y a aussi des personnes, donc des avocats, des notaires, qui ont besoin de personnes comme les assistants juridiques pour pouvoir les épauler et les aider. Donc c'est ça, c'est des métiers vraiment indispensables qu'on essaye nous de pourvoir et en tension, notamment aide-soignant, ou bien qui sont en réel développement, réelle expansion, comme l'informatique. Et parfois aussi, on fait des formations qui ne sont pas présentes sur les territoires. Par exemple, l'année dernière, on a ouvert le BTS diététique. Okay. Il n'y avait pas d'école qui proposait le BTS diététique sur Metz. On s'est rendu compte pourquoi, parce que c'est pas un diplôme facile, mais voilà, on l'a fait, on a investi dans une cuisine professionnelle. Et là, cette année, on ouvre le BTS opticien-lunetier, parce que, à part une école qui se trouve un peu plus loin, sur Metz, il n'y a pas de centre de formation qui fait cette formation-là. Donc, je pense que ça, c'est des opportunités de marché. Et surtout, je crois, encore une fois, à ces formations, parce que pour moi, et c'est la réalité, quand on a un BTS diététique, on peut être diététicien ou diététicienne. Quand on a un BTS opticien-lunetier, on peut être opticien-lunetier. Oui, tu crées des vrais métiers, des ça gens reste des qui, formations métiers. À la fin de leur formation, ils ont un contrat CDI. Ou ils peuvent même être entrepreneurs en tant que diététicien, opticien-lunetier, ils ouvrent leur... On peut effectivement l'être. Ok. Mais je voulais quand même revenir là-dessus parce que, comme tu dis, souvent on s'imagine devenir avocat, médecin, mais en fait, souvent, on le voit quand on est dans la salle d'attente, il y a des personnes qui ont besoin de parler, qui sont stressées. Des fois, les avocats, les médecins, ils ont pas le temps, pas autant de temps à accorder, et c'est souvent les assistants médicaux, juridiques, qui sont aussi là pour faire tampon, qui ont peut-être un peu plus de temps, un peu plus une oreille attentive, et puis c'est hyper important. C'est vraiment des métiers importants aussi. Totalement, c'est des métiers qui sont fondamentaux. Mais on le voit pas tout de suite. Voilà, on s'en rend pas compte tout de suite. Et après, voilà, une fois qu'on est dedans, on se dit, oui, en fait, des médecins, en plus souvent, il y en a qui se regroupent, qui font des pôles médicaux, ils ont besoin de secrétaires pour prendre le rendez-vous, gérer toute la partie administrative, qui est de plus en plus lourde aussi pour les médecins. Donc, c'est des métiers, pour moi, en tout cas, qui ont encore un bel avenir. Si on parle maintenant un peu de chiffres. Alors, il y a combien d'élèves par an aujourd'hui à MEO? On est sur une moyenne entre 650 et 700 élèves. Ok. Et est-ce que tu sais, il y en a combien à qui on fait une promesse d'embauche, en tout cas qui s'insèrent dans le marché du travail à la suite de leur formation? Alors, les chiffres de l'insertion professionnelle en 2023 étaient de 83%. Voilà, donc 83% d'étudiants sont dans l'insertion professionnelle à l'issue de leur cursus au sein de MEO. Voilà. Okay. Donc c'est un chiffre qui peut encore s'améliorer. Ce chiffre prend en compte aussi les poursuites d'études, donc qui ne sont pas considérées comme de l'insertion professionnelle. Voilà, donc on doit être aux alentours, 85-86% là-dessus. Mais on le voit en tout cas lors des galas de remise de diplômes. Voilà, qu'est-ce que vous faites maintenant? Je suis embauché, super, nickel, j'ai appris des choses. Pour moi, c'est ce que je dis aussi à mes équipes, la boucle est bouclée en fait. On a reçu une personne qui voulait faire une formation, elle a été formée à un métier, elle a eu ce diplôme en rapport avec ce métier, elle travaille, elle est insérée professionnellement dans ce métier-là. J'ai l'impression que tout le monde est content. En tout cas. Ça suit la question que j'allais te poser, justement. C'est aujourd'hui, quelle empreinte tu veux laisser sur le territoire et sur le monde? Alors, sur le monde, je pense que c'est un peu ambitieux, mais en tout cas, sur le territoire messin, voire régional, c'est vraiment de se dire que l'alternance est vraiment, pour moi, une façon d'apprendre qui allie théorie et pratique, qui ne remplace rien. Voilà, pour moi, l'alternance, c'est ça. Et la vraie empreinte, c'est de se dire qu'on a pu aider des gens et qu'on peut encore aider des gens, parce que c'est pas nous qui le faisons, c'est quand même eux, c'est les personnes qui font les études, à se réorienter ou à trouver leur voie et surtout à avoir un emploi stable après. Donc, c'est vraiment de se dire, on a pu à un moment, à notre échelle, dans la vie d'une personne, avoir compté et avoir pu leur donner un petit coup de pouce. C'est pas participer à leur parcours de vie.
On va dire ça comme ça, mais en tout cas, avoir été présent en tout cas. Ok. Voilà. Écoute, ça me fait super plaisir. Je voulais terminer aussi là-dessus. Comment tu vois l'avenir de Méo, mais aussi le tien, après 10 ans d'entrepreneuriat maintenant? Ça passe vite, ça passe vite, c'est vrai. Méo, en tout cas, je pense qu'il y a encore quelques perspectives d'évolution. Sur un point de vue, on va dire, développement. Le centre de Metz, aujourd'hui, il a atteint un peu sa vitesse de croisière. On sera toujours entre 700 et 800 étudiants. Je veux que ça reste un campus vraiment à taille humaine, que les chargés de mission pédagogique ou les chargés de relations extérieures connaissent vraiment les étudiants, les aident, les accompagnent. On est en manque de place, donc on va peut-être à un moment soit déménager, soit voir ce qui est possible de faire au bâtiment actuel, pourquoi pas faire un étage ou deux. On va voir. Mais voilà. Par contre, après, on s'est implanté sur Mulhouse en 2022. On est en train d'ouvrir Nancy, donc les premières promotions vont rentrer en 2024. Et s'il y a des opportunités par la suite, toujours sur la région Grand Est, pourquoi pas. Mais le but actuel, en tout cas à ce jour, c'est pas de s'étendre au national, quoi. D'accord. Et moi, c'est de continuer à grandir avec mes équipes, essayer vraiment d'avoir toutes les personnes que j'ai actuellement, de pouvoir les voir évoluer au sein de Méo. Après, on n'est pas une grande entreprise, il y a pas de grande perspective d'évolution, mais de se dire en tout cas les personnes qui ont été dans l'aventure avec moi, qui en gardent un bon souvenir et que ça puisse leur faire grandir et gagner en expérience professionnelle, et voilà, qui kiffent la suite. Pour moi, on continue. Ouais, voilà. toi, pour l'instant, t'as que ça en tête, quoi. C'est continuer avec Méo, quoi. J'ai aussi une vie de famille, donc effectivement, je suis devenu papa, donc maintenant à 18 mois, ça passe très très vite, mais voilà, c'est vraiment de bien concilier vraiment la vie de famille, vie pro, vie perso, ce que j'avais énormément de mal à faire avant. Je commence tout doucement là à le faire encore. Je devrais faire plus, mais à moi c'est dans mon ADN et ça a du mal, on va dire, j'ai du mal à laisser de côté, quoi. Mais voilà, on va essayer de se concentrer aussi là-dessus, mais tout en structurant encore Méo et en le faisant grandir sur un plan régional. Si tu devais donner un dernier conseil pour ceux qui nous écoutent, ceux qui aimeraient se lancer aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, ce serait lequel? Il faut pas paraître, j'ai pas envie de dire vas-y fonce, non, mais juste en fait essaye. Si tu te plantes, c'est pas grave. Au moins tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Et soit il y a des mecs qui disent soit ils réussissent, ils perdent jamais, soit ils réussissent, soit ils apprennent. Bon, voilà, mais ouais, il y a rien de grave dans la vie. Il y a pas de problème, il y a que des solutions, donc on va en trouver. Et si on peut aussi bien s'entourer, c'est super important, voilà, d'avoir des personnes solides à côté de soi pour développer, entreprendre, c'est toujours mieux. Ok, écoute Romain, je te remercie beaucoup de nous avoir partagé ton Merci histoire. Merci à toi, merci. C'est aussi le but de ce podcast et de ces échanges, c'est de pouvoir s'inspirer de personnes de notre région, montrer que on peut réussir et qu'on peut apporter quelque chose sur le territoire. Donc merci beaucoup à toi. Merci à toi, merci beaucoup.